Voilà, donc pour la veille de tout l'été, veille en vulnérabilité et de l'actualité cyber, je donne la parole à Jérémy Decoq, qui sera peut-être accompagné tout à l'heure de Vladimir Collard, avec la collaboration de Christophe Chassebeuf. Voilà, ben, merci Merci Hervé. Jérémy. Donc bonjour à tous. Donc en effet, donc une revue qui s'étale sur 2 mois. Donc vous allez voir qu'il y a énormément de choses qui sont produites pendant ces 2 derniers mois. Donc oui, donc il y a certaines vulnérabilités forcément qui n'ont pas été abordées. Il a fallu faire un choix. Sinon, je pense que la présentation aurait duré 3 heures. Mais bon, on va essayer d'être d'exhaustive sur les points. Donc, on commence comme d'habitude, par les vulnérabilités Microsoft, donc ce qui a été relevé dans les patchs Tuesday de Microsoft. Donc d'abord en juillet, donc 6 CVE, donc 6.0D, dont qui a été patchée un mois après. Donc une d'abord sur MS HTML, donc qui est le module de rendu HTML qui est utilisé par Microsoft pour son application web, donc Edge. Donc, pour la faire simple, donc, en fait, si un attaquant arrive à forcer un utilisateur à, à accéder, à ouvrir un fichier malveillant, donc que ce soit un lien communiqué dans un email d'une campagne de phishing ou directement envoyer un lien à l'utilisateur pour le forcer à cliquer sur ce fichier, ça pouvait déclencher une privesc qui accordait les droits du coup par l'utilisateur courant. Ensuite, une 0D sur Smart Screen, donc, qui permet je vous rappelle qu'il y a une application fournie par Microsoft qui permet de filtrer et d'avertir lorsqu'un utilisateur télécharge une application donc en provenance d'Internet. Donc, cette vulnérabilité en fait permet de contourner justement cette protection et de permettre éventuellement de télécharger un fichier malveillant sans être averti que c'est le cas. Voilà, donc ensuite, une privation locale cette fois, donc en exploitant une vulnérabilité dans le service de rapport d'erreur Windows, donc qui permet de récolter toutes les erreurs en provenance de Windows et de les envoyer au lecteur d'événements. Ensuite, une vulnérabilité sur le service de messagerie de Microsoft, donc Outlook, donc qui cette fois permet de contourner certaines mesures de protection. Donc on n'a pas plus de détails pour l'instant. Euh, Ensuite, une CVE sur l'utilisation. Oui, donc dans ça, c'est assez drôle. C'est pas une CVE en soi, c'est plus un bulletin d'alerte. Donc c'est des comptes en fait développeurs donc, qui ont été approuvés par Microsoft, qui ont été compromis et qui ont la possibilité en fait de signer leur propre pilote. Et donc évidemment, ça, ça a amené la propagation de pilotes malveillants qui, du coup, étaient approuvés par Microsoft et qui n'auraient pas dû l'être. Donc, Microsoft a réagi en suspendant, bon, pour l'instant temporairement, tous les comptes développeurs qui ont été approuvés par eux. Donc, ensuite, donc, la vulnérabilité donc, qui touche à Office et Windows HTML. Donc c'est une RCE en fait. Donc on va en parler dans la diapo d'après. Donc on peut dire que c'est la cousine de Folina. Donc si vous avez suivi, c'est une vulnérabilité qui a beaucoup fait parler en début d'année et qui permet en fait d'exécuter du code à distance depuis une doc qui a été modifiée. Donc elle a été découverte en juillet, elle a été donc fortement utilisée déjà en juillet et elle a juste été patchée en août. Et donc en août, un petit peu moins de 0D. Bon, c'est déjà beaucoup. Donc qui touche .NET et Visual Studio, donc toutes les applications qui se basent sur cet environnement .NET. Et ça permet tout simplement d'effectuer un déni de service sur les applications. Donc, je vous en parlais juste avant, la cousine de Folina. Donc,
je vous ai mis la chaîne d'exploitation parce qu'elle est un petit peu plus compliquée que Folina. Donc, je le rappelle, Folina, c'était une vulnérabilité qui a été associée à MSDT, donc qui est l'outil de diagnostic qui est utilisé par le support de Microsoft et qui permettait en fait d'exploiter des remote templates, ce qui avait pour but de récupérer un fichier HTML qui en fait n'était pas un fichier HTML et qui contenait du code PowerShell et qui ensuite bah, du coup permettait de l'exécuter sur la machine et donc d'avoir une RCE. Donc si vous voulez des solutions bon, le point là n'a pas été mis à jour parce que du coup il y a eu il y a le patch il y a le patch Microsoft, mais du coup c'est en solution en plus, donc solution de contournement pour les personnes qui n'ont pas encore mis à jour le service. Vous avez bah, la possibilité d'activer Defender pour Office, donc pour empêcher l'exécution de code malveillant. Vous pouvez activer Intune, donc ça c'est plus pour les mobiles. Et vous pouvez activer Block All Office, bon, je vous ai mis le nom de l'option, qui tout simplement bloque le fait de créer des processus enfants à partir des applications Office. Donc vous avez la possibilité de l'activer avec PowerShell. Ou vous avez une clé de registre aussi, si vous n'avez pas la possibilité de le faire via PowerShell. Donc un gros point donc, qui a beaucoup fait parler ces dernières semaines, donc c'est une clé MSA donc, qui a été volée, qui est actuellement, donc cette technique est actuellement énormément utilisée par le groupe russe Storm 0558. Une clé qui aurait été volée depuis avril 2021 et qui tout simplement en fait permet de falsifier, permet à l'attaquant de falsifier ses propres jetons d'authentification pour l'ensemble du service cloud, mais pas que, parce que du coup, ça permet également d'exploiter les applications qui utilisent la fonctionnalité se connecter avec Microsoft. Donc, je vous ai mis ce qui était vulnérable, de ce qui est exploitable, donc Get Access Token for Source API. Vous avez un lien qui détaille mieux le process. Et tout simplement, en fait, avec ce jeton falsifié, vous avez la possibilité en fait de vous connecter à un bon nombre de comptes de messagerie, donc, dont des agences fédérales. Donc le pourquoi ça a fait beaucoup parler. Et donc, comment ils ont réussi à récupérer cette clé? Bah, en fait, tout simplement, il y a le compte d'un ingénieur Microsoft qui a été compromis. Donc, Microsoft n'a pas détaillé le comment ce compte a été compromis, mais ils ont dit que ça avait été, la vulnérabilité avait été corrigée. Du coup, via ce compte, vous avez la possibilité d'accéder au réseau de Microsoft. Qui plus est, vous avez accès à l'environnement de débugage où la clé MSA se trouvait, même si normalement elle n'aurait pas dû se trouver là. Donc, ça vient en fait d'un crash dump. Euh, donc au moment de l'utilisation de la clé MSA, donc qui poursuit sur une erreur. Et cette faiblesse fait que la clé MSA s'est retrouvée dans le crash dump, ce qui n'aurait pas dû se passer également. Donc selon Microsoft, ça a été corrigé également. Donc là, on parle du coup d'un vol de clé MSA, mais en background, vous pouvez lui associer 3 ou 4 vulnérabilités. Et bien sûr, Microsoft s'est caché d'en parler. Et donc oui, le fait que ces comptes sont potentiellement compromis depuis avril 2021, ça pose beaucoup de problèmes. Surtout que je vous ai dit 25 organisations, mais on peut jouer sur peut-être un petit peu plus. Donc comme tous les mois, pour visualiser un peu où on est par rapport à la timeline des end of support des services Microsoft. Donc là, juste à prendre en compte qu'à la fin du support de la version Home Pro, Pro Education et Pro for Workstation pour Windows 11 21 H2. Donc ensuite, on a 2 évasions de privilèges donc dans le noyau Linux d'Ubuntu. C'est le module en fait Overlay FS qui en est la cause. Donc le noyau Unix était pas vulnérable initialement. C'est avec les ajouts qui ont été faits récemment que la vulnérabilité a été ajoutée au noyau. Et donc, vous avez deux CV, donc deux versions de privilèges, donc tous les deux liés vers les FS. Et c'est l'exploitation en fait de fonctions. J'ai pas plus de détails. C'est pareil dans le lien, c'est bien détaillé. Et donc, vous avez quasiment
toutes les versions d'Ubuntu qui sont impactées. Donc, ils estiment que c'est 40% des utilisateurs, mais les dernières versions sont impactées également. Donc, faites attention si vous avez une Ubuntu en service. Donc ensuite, donc là, on part du côté d'Apple. Donc des vulnérabilités, donc 0D, exploitées en masse sur macOS et iOS. Donc des vulnérabilités de type 0 click, ce qui veut dire, je le rappelle, que vous n'avez pas besoin en fait d'interagir avec un fichier envoyé ou une image pour vous faire compromettre. Donc là, la preuve en est, vous avez une RCE donc qui peut être réalisée par la réception d'une image mal formée évidemment, donc qui aurait été reçue par un iMessage, donc vulnérabilité liée au composant ImageIO, et une RCE sur le traitement d'un fichier par passkey, donc dans le composant wallet, donc composant wallet. Vous avez wallet iOS, vous avez iPadOS, watchOS, ça ne touche pas uniquement votre wallet sur iPhone ou sur Mac. Donc, ça a été couvert par Citizen Lab, donc, qui a fait un bel article pour détailler toutes ces vulnérabilités. Donc, pensez bien à mettre à jour au moins votre iPhone. Je ne sais pas pour WatchOS et autres si les mises à jour de sécurité sont sorties. Je pense que oui. Donc, iOS 16.6 qui est sorti il y a quelques jours. Donc ensuite, bon, pour changer une 0D sur Chrome, là, ça fait peut-être 3 mois où on a une 0D sur Chrome. Donc, c'est pas simple pour eux en ce moment. Donc, un Neat Overflow, en fait, dans la bibliothèque graphique utilisée par Chrome, qui permet tout simplement de sortir de la sandbox de Chrome et donc d'atteindre l'autre. Donc, je vous ai mis la version patchée. Ensuite, une faille sur un plugin WordPress. Donc, pour commerce, je crois qu'il y avait déjà eu une vulnérabilité il y a quelques mois. Et donc, cette faille, en fait, permet de contourner l'authentification et du coup d'exécuter du code. Donc, que ce soit en simple utilisateur ou en administrateur, vous pouvez directement utiliser du code, exécuter du code sur le serveur. Donc, j'ai vu des chiffres, j'ai vu que cette faille aurait été exploitée. Donc, il y a eu 1,3 million d'attaques en 2 jours, donc juste en exploitant cette, ces vulnérabilités. Donc, 1,3 million d'attaques sur 157 000 sites. Donc ensuite, Omnispace, donc ça, c'était Vlad qui doit en parler parce qu'ils ont fait un article chez Patrol. Euh, donc, donc Omnispace, je crois qu'il a été audité donc qui ont donné leur autorisation, bien sûr, par Patrol et qui, en fait, donc, via une XSS, en fait, permettait, donc, via différentes vulnérabilités, d'arriver jusqu'à la LFI. Donc, par un paramètre accessible sans authentification, donc un paramètre qui était vulnérable à une XSS. Donc ensuite. Bonjour, je peux la faire si tu veux. Ah bah, vas-y, je te laisse. Parfait. Bonjour à tous, désolé pour le retard, j'étais à une autre présentation. Oui, la première, elle est assez rigolote parce que c'est une XSS finalement assez simple qu'on a trouvé sur un périmètre, on va dire un peu critique, mais surtout, à partir de là, on a un peu creusé le sujet et on a trouvé finalement 5 vulnérabilités qui, en s'enchaînant, plus ou moins, on peut arriver à une exécution de code à distance sans authentification. Donc c'est intéressant. Il y en a 2 en particulier, la XSS et la seconde, qui permettent de contourner totalement l'authentification. Et après, en fait, on peut, une fois qu'on est authentifié, on peut téléverser un fichier et avoir une LFI qui permet d'exécuter le contenu du fichier. Ça fait l'exécution de code à distance. Et la deuxième, elle est marrante aussi. Ça démarre aussi par une LFI qui demande un chemin d'exploitation, une chaîne d'exploitation assez avancée. Mais une fois qu'on arrive à tout exploiter, on est capable d'avoir une exécution de code à distance. Ça aussi, c'est assez rigolo. Vlad, ton son n'est pas très très bon, hein, pas très fort. Tu peux parler plus fort, Vlad? Je peux parler plus fort. Est-ce que je parle plus fort là? C'est bon? Je ne sais pas si c'est bon, mais. Bah, si, c'est bon. Donc ensuite, une vulnérabilité dans une bibliothèque Python, donc sur urlib, donc sur la méthode du URL parse, donc qui est normalement utilisée pour découper une URL. Donc, vous pouvez la comparer
à Split ou autre, mais donc là, c'est réellement uniquement pour les URL. Et donc, en fait, il y avait possibilité de contourner la vérification. Donc, par exemple, si vous vouliez vous assurer que ce n'était pas telle URL pour la comparer à une liste de blocage, par exemple. Donc, vous avez la possibilité, en fait, de contourner enfin, la comparaison en ajoutant un 0x20, donc un espace tout simplement, donc au début de l'URL. Et donc, comme ça, vous effectuez votre contournement. C'est assez drôle. La deuxième est assez rigolote. En fait, ça va vous rappeler la fameuse faille sur Debian avec un générateur de nombres aléatoires assez faible. En fait, donc Milk, enfin, sur lib Bitcoin, le générateur du seed qui sert à générer la sécurité finalement, du portefeuille ne sortait qu'un aléa de 32 bits, donc ce qui est assez rapide à casser au lieu de ce qui était prévu, puisqu'il y avait une erreur dans le code. Malheureusement, tous les portefeuilles qui ont été sécurisés avec ce seed-là sont entre guillemets faibles. Donc ensuite, on a une vulnérabilité autour de SSH agent. Donc, je vous rappelle pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce qui permet en fait de mettre en cache vos clés privées pour pouvoir vous authentifier en fait par clé publique SSH sans avoir forcément besoin de ressaisir votre passphrase. Et donc, la vulnérabilité vient pas de SSH agent en tel quel, mais du fait que vous ayez compilé SSH agent avec le paramètre, avec le support, enfin, avec enable PKCS 11 d'activer. Et donc, tout simplement, en fait, au moment du transfert d'agent, vous avez un partage des bibliothèques qui sont faites et il y a un effet de bord, en fait, donc sur certaines librairies, du fait qu'ils soient chargés et déchargés immédiatement et donc qui permettait en fait d'exécuter du code à distance sur la machine sur laquelle vous vous connectiez. Donc c'est pareil. Donc la version vulnérable donc jusqu'à la 9.3 P2, donc n'hésitez pas à mettre à jour. L'autre vulnérabilité, enfin vulnérabilité entre guillemets, c'est concernant Grafana. Bon, en fait, ils ont vu par hasard que la clé privée qui permettait de signer les paquets Grafana, avec d'ailleurs la passphrase associée, était stockée en clair dans un fichier de log. Et ça va une espèce de script historique de leur chaîne de déploiement continu qui en fait stockait ces informations en clair dans les logs. Les logs étaient accessibles à tous. Donc en fait, ils ont changé toutes leurs clés privées pour les déploiements par package. Donc en fait, si vous utilisez Grafana avec les paquets fournis par Grafana, de toute façon, vous avez été bloqué normalement. Vous ne pouvez plus installer les paquets si vous n'avez pas remplacé les clés. Donc voilà, pensez à le faire si c'est encore à faire. Ensuite, on a une RCE sur Papercut, donc, qui est une RCE qui a été pas mal exploitée par Clop et Logbit, donc, qui est en fait le résultat de deux paths transversales donc, qui permettent d'uploader, lire ou supprimer un fichier sur le serveur. Et donc, la raison de cette vulnérabilité, c'est une faiblesse qui vient d'une option qui autorise ou non l'intégration de périphériques externes. Donc, je vous ai mis la commande qui permet de tester, voir si votre application est vulnérable ou pas. Et bon, pour les plus curieux, il y a un POC. Ensuite, une 0D sur WinRAR. Donc, c'est pareil, c'est déjà. Enfin, WinRAR en ce moment, c'est pas leur moment. Il y a déjà une vulnérabilité assez critique qui est sortie il n'y a pas longtemps. Donc là, en fait, l'exploitation se fait au niveau donc déjà d'une usurpation de nom dans un premier temps. Donc là, je vous ai mis un exemple, image.jpeg et .cmd. Donc en fait, votre but, ça va être de vouloir tenter la victime en cliquant sur l'image. Donc ça marche une image, mais ça pourrait marcher avec un PDF également. Donc donc il va cliquer sur l'image, mais en fait il va exécuter du code bon, je vous ai mis la chaîne d'exploitation tout en bas, mais qui va exécuter un bad script qui va charger automatiquement du code et ensuite l'infection commence. Donc ça a été exploité en masse par plusieurs malwares, donc DarkMe et J'ai eu l'odeur et d'autres. Ensuite, une faille sur les serveurs Eventry Sentry. Donc, c'est une vulnérabilité en fait qui est vulnérabilité. C'est le fait en fait que certaines API sensibles du service soient accessibles, mais du coup peuvent être accessibles par un attaquant qui n'est pas authentifié. Donc, si vous avez exposé le port utilisé
Event Sentry et directement depuis l'extérieur, bah, vous rendez en fait l'exécution les RCE depuis l'extérieur. Donc selon Shodan, il y aurait 500 serveurs qui seraient vulnérables à cette vulnérabilité. Donc, on a également une vulnérabilité autour de Citrix. Donc, cette vulnérabilité, elle concerne tous les serveurs qui sont configurés comme passerelle, donc VPN, Virtual Server, je vous ai fait une petite liste. Si vous avez un serveur configuré comme passerelle, vous êtes vulnérable. On n'a pas plus d'informations sur les techniques utilisées pour exploiter cette RCE. Donc oui, c'est une RCE. Je ne sais pas s'il y a eu des informations depuis, je ne pense pas. Et donc là, pareil, pareil, on a quand même beaucoup plus de serveurs qui seraient vulnérables, donc 15 000 selon Shodan. Donc il y a quelques IOC si vous voulez mettre à jour vos solutions de sécurité. Ah, ça change un peu. Là, on se dirige autour des ampoules, donc des ampoules Tapo L530E et leur application mobile, qui sont vulnérables à pas mal de choses. Donc déjà, depuis les ampoules, il est possible de récupérer le SSID et le mot de passe du réseau utilisé. Donc la plupart du temps, vos ampoules sont connectées sur le même réseau que vos machines. J'espère que ce n'est pas le cas dans les entreprises. Mais il est également possible, en fait, depuis l'appli, de prendre le contrôle une vulnérabilité qui permet de prendre le contrôle de l'application et du coup, forcément, du compte utilisateur qui est utilisé. Mais pas que, parce que du coup, en fait, le groupe qui s'est chargé de trouver ces vulnérabilités a également checké au niveau du dépôt du fabricant et a trouvé en fait le checksum d'un secret partagé qui était en fait stocké en dur dans le code de l'application. Et également en fait une vulnérabilité qui permettait de capturer les clés RSA et de forcément visualiser le trafic qui est fait entre l'application et l'ampoule. Et pas encore de correctif malheureusement. Tout ça dans une seule ampoule. Oui, Tant de vulnérabilité dans une seule ampoule, c'est fort. c'est ça. Un seul modèle en plus. C'est ça. Donc ensuite, donc là, on repart du côté d'iOS. Ça, c'est un peu drôle. C'est en fait donc un faux mode avion sur iOS 16. Donc en fait, ils ont un peu changé le mode de fonctionnement du mode avion. En fait, je le rappelle, initialement, le mode avion, c'est vous cliquez sur l'icône, vous avez une coupure du réseau au niveau enfin, userland, non, c'est ce qui est fait maintenant, mais pour bloquer toutes les applications, donc pour l'empêcher d'accéder au réseau. Mais là, en fait, ce qui est fait maintenant avec iOS 16, c'est que vous désactivez le réseau uniquement du côté du user space et en fait, vous bloquez l'accès au réseau, aux applications fournies, enfin aux applications iOS. Mais vous ne bloquez pas en fait l'accès au réseau aux autres applications, donc les applications qui ne proviennent pas qui proviennent pas du store ou autre. Et donc, en fait, comment ça est géré? Vous avez en fait une base de données donc en local qui enregistre l'état du réseau pour chaque application. Donc là, par exemple, 8, ça veut dire que, donc l'ID du bundle, 8 veut dire que votre appli ne peut pas accéder au réseau. Mais tout le reste peut continuer à accéder au réseau. Donc, le mode avion ne vous protège pas et vous isole pas forcément complètement du réseau. Donc, faites attention. Je ne sais pas s'ils vont revenir en arrière, mais ça m'étonne quand même qu'ils soient partis sur un choix comme ça. Surtout que je pense qu'ils connaissaient, qu'ils avaient anticipé les risques. Donc, un autre point donc, au niveau de CACBOT, donc on avait déjà parlé de CACBOT à la revue de mai. Donc, on avait parlé du fait en fait que CACBOT avait un peu changé son usage, donc était parti donc de base CACBOT ou QBOT, c'est un trojan bancaire et il a dérivé lentement vers le download de ransomware. Et donc, l'infrastructure, en fait, les infrastructures ont été saisies par le FBI fin août. Yes. Et donc, selon le FBI, il y aurait eu 700 000 appareils qui auraient été infectés. Ils ont réussi à récupérer les clés de déchiffrement pour pouvoir en fait accéder, pour pouvoir prendre le contrôle en fait des C2. Et donc, ce qui est assez cool, je trouve, c'est que le FBI en fait a essayé en fait de désinstaller le malware
donc sur les appareils infectés directement depuis les C2 de niveau 1. Donc, en fait, Cuckbot utilise donc un module Supernode et le FBI en fait a remplacé ce module Supernode par un module qui a été fait maison et donc, évidemment, en changeant les clés de chiffrement pour pas que les opérateurs de Cuckbot puissent récupérer l'accès à leur infrastructure. Et en fait, ils ont juste push une DLL Windows personnalisée qui permettait en fait d'émettre une certaine commande. Donc, je vous ai mis la commande là, donc qui permettait de désactiver le malware. Donc, ils ont bien précisé qu'il n'y avait aucune suppression des fichiers de Kaggbot et que si derrière, il y a un moyen de persistance qui a été mis en place, une backdoor qui a été mis en place, que ils n'avaient pas fait des cleans à ce niveau-là et qu'ils avaient juste désactivé le malware. Donc, si vous redémarrez, donc il se peut que que la machine, au moment du redémarrage, ait réactivé le malware parce qu'il y avait une tâche planifiée ou autre qui le redémarrait. Mais bon, l'intention est relativement bonne. Après, ils n'ont pas demandé aux victimes l'autorisation pour se connecter sur la machine, mais bon, c'est un autre point. Et, et la base de données du coup de tous les appareils infectés du coup a été partagée avec Avay Binpon et la police néerlandaise donc pour aider les victimes donc sur ces plateformes. Et donc le FBI n'a pas agi tout seul. La France a participé également et d'autres pays comme l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc ensuite, un phishing, donc là on part du côté de Microsoft. Donc en fait, certains tenants Microsoft 365 jusque-là certains avaient été compromis. Donc en fait, tout simplement, certains sous-domaines de onmicrosoft.com il était possible en fait de les gérer. Et donc grâce à ça, il y a donc, le groupe APT29 qui s'est amusé en fait envoyer des invitations à certains utilisateurs Teams. Donc, par exemple, je ne sais pas si Teams Protection .microsoft.com avait été compromis. Alors, envoyer un mail se faisant passer pour le support. Donc, forcément, l'utilisateur a confiance puisque le sous-domaine a l'air légitime. Et donc, en fait, vous poussez l'utilisateur à entrer un code précis sur une application donc dans Microsoft Authenticator et en parallèle sur une application aussi qui est contrôlée par le groupe APT. Et donc, au moment de récupérer le token d'authentification de la victime, en fait, vous l'utilisez en parallèle sur un compte enfin, sur une application légitime et vous prenez tout simplement le contrôle du compte. Je ne sais pas si c'est toi, Vlad ou Christophe. Ah oui, ça c'est moi qui l'ai rajouté à la dernière minute, c'est que la semaine dernière, nos voisins de l'Est ont attaqué tous les CERT européens, donc le CERT-FR, le CIRCAL, etc. En fait, l'attaque, ça s'est limité surtout à des services surtout fait tomber les sites web identifiants en CERT, mais voilà, pas d'attaque plus avancée que ça. Et ce qu'on nous dit, Je t'entends plus, Vlad. les attaques. Ok, Parce que j'ai fini. ok, super. Parce que je t'entendais un peu, enfin, au niveau du réseau, tu n'as pas très bien capté. Je ne sais pas si c'est moi qui capte mal. Non, non, je pense que c'est Vlad qui a un problème de réseau de son côté. Ok. Donc ensuite, donc un point, donc j'hésitais à le mettre dans divers parce que enfin, je trouvais ce point assez drôle, même si bon, c'est assez perturbant. Mais en fait, la possibilité de deviner des mots de passe grâce au son généré lorsque vous tapez sur votre clavier. Donc ça a été une recherche qui a été effectuée par des chercheurs britanniques donc, qui ont mis au point un classificateur d'images, donc Coanet, donc en fait qui via des représentations graphiques des ondes, bon, j'avoue pas, j'ai pas trop cherché à ce niveau-là, mais en fait est capable de noter donc un son, enfin
via un son de donner une lettre, je vais y arriver. Il y a eu un test qui a été effectué avec un Apple MacBook Pro, donc au travers de trois devices, donc un téléphone cellulaire, donc un iPhone 13. Bon, je dis device, mais aussi des services, donc une application Zoom et l'application Skype. Et donc, lors du test, que Coanet a réussi à 95% à récupérer ce qui est le mot de passe, l'intégralité du mot de passe, la totalité du mot de passe, à travers un Zoom 93% et au travers d'un appel Skype. Et je le précise dans l'étude, il a été dit que lors de l'appel Skype, le réseau saturait un peu. Mais bon, avec ça, on a quand même un score de 91,7%. Donc c'est plutôt pas mal. Donc n'ayez pas peur. N'isolez pas votre téléphone quand vous tapez, sauf si vous tapez un mot de passe réellement sensible comme la passe-phrase de votre coffre de mot de passe. Mais il y a également aussi des recommandations. Donc déjà, le fait d'avoir des mots de passe aléatoires, d'utiliser le MFA. Donc, ce qui est recommandé par les chercheurs britanniques, même si ça me paraît un peu impossible, c'est d'avoir une saisie qui est un peu différente à chaque fois. Ça paraît un peu compliqué. Et ça, ce qui peut être sympa, en fait, c'est de générer des bruits de frappe donc via il y a des applications qui existent comme ça et qui vous permettent de générer des bruits de frappe donc pour un peu brouiller votre propre frappe ou d'appliquer un fil qui supprime directement ces bruits. Ensuite, c'est un Ouais, le second point, c'est un classique contournement du chiffrement de disque. Là, ce coup-ci, c'est avec Lux et la TPM. En gros, ce que ça dit, c'est que de manière générale, si vous chiffrez votre disque avec un secret stocké dans la TPM, c'est contournable. Pour rappel, la TPM, c'est une espèce de mini coffre-fort matériel que vous avez dans votre ordinateur. En fait, si la clé elle est stockée dans la TPM, il y aura toujours un moyen de la récupérer. L'idéal, ce sont les solutions qui vous proposent de saisir un mot de passe qui va servir à déchiffrer la vraie clé, comme par exemple VeraCrypt. Donc là, on part du côté des fuites de données. Donc, il y en a eu pas mal pendant les 2 derniers mois. Donc, la première. Ah, bah, c'est toi, Vlad. Donc, pardon, vas-y. Oui, attends, oui, je me souviens. Ah oui, oui, si, en fait, c'est une erreur de manipulation côté virus total avec, je crois que c'est quelqu'un qui a uploadé, enfin, téléversé un CSV avec plein d'utilisateurs sur virus total, donc c'était accessible. Le problème, c'est que il y avait quand même des utilisateurs un peu VIP, genre voilà, NSA, FBI, etc. Donc, on a également une fuite de données du côté de Discord.io, donc qui concerne 760 000 utilisateurs. Donc, enfin, je tiens à préciser, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion de ce que j'ai vu sur les réseaux. Discord.io a un service qui est indépendant des serveurs Discord. Donc, serveur Discord, je vous rappelle, un service de messagerie. En fait, Discord.io, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous permettent d'avoir une URL personnalisée sur Discord. Donc voilà, juste pour la petite anecdote. Et donc, en fait, lors de cette faille, il a été possible de récupérer des clés d'API, d'identifiants, mots de passe hachés, même s'ils sont hachés en bcrypt, ça reste des haches qui peut être sympa à avoir pour un attaquant, des adresses et des informations un peu sensibles, enfin personnelles surtout. Pas plus de détails concernant le comment l'intrusion s'est faite. Ils ont été assez discrets sur à ce niveau-là, pardon. Donc ensuite, 419 Dating, donc un site de rencontre qui a été victime d'une fuite de données de 340 gigas. Euh, donc là, on n'est pas que sur des informations textuelles, on a également des images, des chats privés, des audios et même les logs côté serveur. Euh, donc en fait, ce service-là en fait rendait accessible à toutes ces données depuis un bucket AWS S3 qui du coup était vulnérable et donc les attaquants ont réussi à compromettre le bucket et donc forcément à récupérer toutes les données qui étaient stockées dessus. Euh, oui, et donc c'est une application qui vient de Hong Kong, je regarde mon point, et donc l'application entre-temps a été retirée des stores mobiles puisque leur pratique n'avait pas été approuvée par l'ensemble des stores, donc que ce soit Android ou Apple.
ensuite un leak de Parcoursup. Donc, il y a des bruits qui sont fait entendre comme quoi il y aurait eu un leak enfin, une grosse partie de Parcoursup. Eh ben, en fait, non, c'est un peu moins grave que ça. Il y aurait juste eu un leak d'une soixantaine de dossiers des candidats pour un lycée qui proviennent d'un lycée de Rennes. Donc, c'est pas Parcoursup qui a été touché. Ah, j'ai fait une faute. C'est pas Parcoursup qui a été touché, mais ce lycée à Rennes. Donc, évidemment, il y aurait eu des tentatives et en parallèle d'extraction de. Non, c'est pas ça ce que je voulais dire. Je voulais dire que du coup, il y a eu des tentatives de chantage qui ont été faites envers du coup ces victimes. Et il n'y a pas eu d'autres répercussions majeures, même si bon, on parle quand même d'un leak. Alors ça, c'est une étude assez intéressante où en fait des chercheurs se sont amusés à télécharger 300 000 images Docker stockées sur Docker Hub et ont fait une analyse dedans de tout ce qui était mot de passe, clé d'API stocké en dur et en gros quasiment 10% contiennent des choses assez sensibles, type mot de passe ou autre. Donc voilà, faites attention quand vous publiez des images Docker à tous les secrets qui peuvent être dedans. Mais c'est la même chose pour vos applications quand vous les publiez dans votre CI/CD, etc. Il faut vraiment faire attention aux secrets codés en dur. Ensuite, on a une fuite de données du côté de Pôle emploi, donc qui aurait touché 10 millions d'allocataires. Donc là, on a une victime de la vulnérabilité de MoveIT. On le reverra après. Il y a un autre point où la cause a été l'exploitation de cette vulnérabilité. Donc, on avait parlé de cette vulnérabilité en juin, je crois. Euh, et donc, la faille se trouve du côté d'un prestataire de Pôle emploi, donc Majorel, donc, qui s'occupe du traitement des documents des demandeurs d'emploi inscrits. Euh, et donc, la fuite concernerait toutes les données des demandeurs inscrits donc en février 2022. Mais ils ont dit que potentiellement, enfin, il serait possible qu'elle concerne également des utilisateurs un petit peu enfin, des demandeurs plus anciens, mais il y a pas eu de confirmation. Et donc, au niveau des infos fuitées, on a des fiches d'identité, numéro de sécurité sociale, on a des informations forcément beaucoup plus sensibles, donc des informations nécessaires pour la demande d'emploi. Donc, le prochain point, une fuite de 130 000 clients NJ. Euh, donc, selon le responsable de cette fuite, on parlerait d'une fuite qui a été motivée parce que NJ a haussé son prix du gaz. Et donc, le pourquoi, le comment cette fuite a été réalisée, ça viendrait en fait d'une faille donc ND qui est utilisée par un sous-domaine de NJ. Donc, c'est ma prime économie d'énergie.ng.fr, enfin quelque chose comme ça. Et donc, au niveau des données exfiltrées, on aurait enfin, fuité nom, prénom, adresse mail, ville, numéro de téléphone, numéro de client NJ et autres. Donc, le nouveau Jack Texera anglais. Un copier-coller deux fois le même lien dans le slide d'avant, quoi. Ah, pardon, bah, je le corrigerai, je vais le noter. Ok. Donc, le nouveau Jack Texera anglais, donc je ne sais pas si vous vous en souvenez, on a parlé de lui il y a deux ou 3 mois. Donc, c'est un jeune militaire donc, américain qui s'est amusé en fait sur Discord, bon, en avril, je l'ai noté, qui s'est amusé en fait à exfiltrer des données sensibles sur Discord euh, pour prouver quelque chose à ses camarades. Et donc là, on retrouve un peu le même scénario, mais cette fois en Angleterre. Donc un leak d'un militaire sur un forum de jeux vidéo, donc War Thunder. Donc en fait, cette personne était fan du jeu et donc des assets qui sont réalisés dans le jeu. Et en fait, il voulait euh, que, que les développeurs créent l'asset de l'avion Typhoon version DA7. Et donc, pour leur donner un peu des détails concernant cet avion, il a leaké un document donc, de plus de 730 pages et je cite, pour qui fasse qui fasse une reproduction de cette magnifique avion. C'est assez drôle au niveau de la démarche, mais bon, un peu moins drôle au niveau des conséquences. Le post a été supprimé au courant de la journée, mais l'information a quand même leaké.
Et donc, selon les personnes qui ont réussi à obtenir ce document, ça semblerait provenir de l'Army Equipment Support Publication. Alors, la grande question, c'est surtout est-ce qu'ils ont fait l'avion? Pour l'instant, c'est pas le cas. Dommage. C'est pour ça. Là, on va parler de la suite de la cyberattaque du CHU de Rennes. Il y a un podcast de MCQ qui fait un rétexte sur cette attaque. Je vous encourage à l'écouter. Je vous le rappelle, fin juin, il y a eu une intrusion dans le SI donc de l'hôpital du CHU de Rennes. Aucun leak avait été dévoilé. Mais fin juillet, il y a un leak de 300 gigas qui justement concerne le CHU qui a été déclaré et donc qui parlerait en fait, le leak concerne le fonctionnement du CHU, donc au niveau des plannings et autres, et également au niveau des données médicales donc, qui sont associées à certains patients. Donc, selon le CHU, les données médicales ne concernent pas tous les patients du CHU, mais entre guillemets seulement les patients du centre de soins dentaires, des salles techniques de cardiologie et puis de leur laboratoire. Et bon, on parle quand même déjà de 300 gigas de données, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, c'était Et un point encore, je de... pense que le lien est incorrect, non? Oui, également. Ah bah, il y a x2. Au moment quand je te donnerai les slides, je ferai les corrections. Donc là, c'était un point de Christophe. Donc voilà, on a encore l'exploitation de la vulnérabilité de Move IT. Le ministère de la Santé et des Services sociaux aux US qui a été victime d'un leak de données. Mais on n'a pas d'informations quant au process qui a permis ce leak, puisque selon eux, aucun système ou réseau n'a été compromis. Et là, je pense que c'est le dernier ou la dernière fuite de données, donc la ville de Breton. Je pense que vous en avez entendu parler, ça fait un peu de bruit aussi ces dernières semaines. Donc, qui aurait été donc, victime de Medusa, donc un groupe qui est connu en fait pour faire de la double extorsion, donc c'est pas très rassurant. Initialement, le groupe a demandé 100 000 euros 100 000 euros pour du coup rendre l'accès aux données, enfin de ne pas faire fuiter les données, pardon. Mais bon, vu que le groupe est connu pour de la double extorsion, je pense que même payer l'amende ne suffirait pas. Et donc on parlerait de la moitié de la ville qui est du coup victime de cette fuite de données. Et là, on est sur des documents du style pièces justificatives, avis d'imposition, facture et autres. Et donc, ces données sont malheureusement déjà accessibles sur le site du groupe, vu que la rançon n'a pas été payée, et en plus gratuitement. Donc, force à eux. Il y a beaucoup de Bretons dans le chat qui précisent que c'est béton et pas breton. Ah, pardon. C'est célèbre vie de Bruce Willis quand même. Donc Pardon. Force au breton. C'est toi plus là de ça, je pense. Oui, c'est juste que des cybercriminels ont été piratés par un malware. C'est plutôt rigolo de voir des pirates piratés par des pirates. Et ça, c'est pour Hervé. Tu vois, tu as une clientèle, si tu veux, tu as 100 000 prospects potentiels pour aller les former, les sensibiliser à la cybersécurité. Alors ça, bon, l'un des meilleurs outils pour sécuriser à la fois son Active Directory, mais également son Azure AD, qui maintenant s'appelle Entra AD, ID, pardon. Donc Incastro 3.1 est sorti, donc je vous recommande fortement de mettre à jour l'outil et de bénéficier de toutes ces magnifiques fonctionnalités. C'est vraiment un outil obligatoire quand vous avez de l'Active Directory. Donc aussi donc autour des outils pour la Red Team, donc Snoop. Donc je pense que vous connaissez tous Sherlock. Donc Sherlock, c'est un outil, vous lui donnez un identifiant et il va en fait vous rechercher sur une base de 350 sites tout ce qui peut être rattaché à cet identifiant. Donc là, vous avez Snoop, la version plus de Sherlock, donc qui lui va pas chercher sur 350 sites, mais sur 3100 sites. Donc après, je me suis amusé à regarder les sources. On a quand même un tiers des sites qui proviennent de Russie. Donc à prendre en compte sur 3100 sites. Si vous voulez vous focaliser sur une recherche en Europe,
Euh, il y a peut-être d'autres sources à rajouter. Et ensuite, un outil que j'ai trouvé sympa qui permet en fait d'utiliser qui permet de tester vos formulaires d'upload, donc upload bypass. Et puis donc tout simplement de voir si via formulaire il est possible d'uploader des web shells. Donc vous pouvez aussi tester, voir si est possible d'uploader Écart, donc qui permet enfin qui est un fichier connu, ou de même de tester l'upload d'un répertoire. Mais malheureusement, l'outil ne permet pas d'inclure le bypass enfin, n'inclut pas le bypass de CAPTCHA, donc à prendre en compte si vous voulez le tester. Donc, ensuite, donc Shodan 2000, bon, je ne vais pas parler de NIF, on a parlé de NIF avant, qui est une version Shodan, mais avec un thème un peu rétro-futuristique, donc assez sympa visuellement, mais c'est plus pour le troll que pour l'usage, parce que bien sûr, utiliser ONIF. Donc ensuite, donc une mind map utile en CTI, parce qu'en fait, elle regroupe un ensemble d'assets, que ce soit des groupes, des organisations, des personnes, des ransomware, des vulnérabilités entre elles. Donc, par exemple, si vous pouvez voir à quoi est associé Logbit en termes de malware ou autre, ou en termes d'IOC. Euh, et donc, vous avez tout ce qui concerne les groupes russes, chinois ou qui proviennent d'Iran. Et donc, vous avez également la possibilité en fait de discuter par rapport à un certain node avec d'autres utilisateurs, donc pour ajouter des informations. Vous avez accès aux métriques et vous avez une description assez détaillée pour chaque nœud. Assez sympa. À voir ce que ça donne dans le futur au niveau des communications. Donc ça, je sais pas si... Ouais, ça, je trouvais que c'était intéressant d'en parler parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué si on veut une suite collaborative en ligne, c'est vraiment très compliqué d'avoir quelque chose d'autre qu'Office 65. Et il y a OoDrive qui a lancé une initiative, un produit qui concurrence vraiment Office 65, qui est français. Et ça, c'est pas mal. On peut juste dire qu'il y avait une alternative sérieuse à Office 365. Surtout qu'ils sont certifiés Secnum Cloud depuis 2019. Oui, Et puis c'est quand même ça, pas mal c'est pour pas donné à tout tout le ce qui est monde. documents sensibles, que ça reste en France. Alors là, c'est toi aussi, Vlad. Je crois Et que en j'ai pas plus trouvé de ces leur points-là. titre, c'est Radio France et France Info ont publié à la fois un podcast et des articles sur Avisa Partners. Apparemment, l'histoire sur Avisa Partners continue et donc il y a encore des articles qui sortent sur leurs pratiques assez, on va dire, sulfureuses pour reprendre le titre de l'article. Alors ça, j'ai trouvé ça très rigolo. BPI se lance dans le cyberdiagnostic. Donc en gros, la banque pour l'investissement propose aux PME une espèce de diagnostic cyber qui ne vous coûtera que 4 000 euros, sachant qu'en plus ils en prennent la moitié, donc finalement 2 000 euros. C'est sur 4 jours et c'est assez complet. Bon, c'est quand même que 4 jours, mais c'est plutôt intéressant si vous connaissez des PME qui ont peu de budget cybersécurité et qui souhaitent avoir un espèce de petit diagnostic proposé par BPI. Alors le deuxième, c'est, je ne sais pas le prononcer, le Sticaré, qui devient l'ANSI, où en gros c'est la DSI qui est commune à la gendarmerie et à la police nationale, qui a changé de nom. Le problème, c'est que le nom reste totalement imprononçable. Alors ça, c'est dommage que notre cher Marc-Antoine ne soit pas là. Mais la LPM a été adoptée. Alors bon, là, je vous ai mis les principaux sujets. C'est-à-dire que maintenant, l'ANSI va pouvoir réaliser des takedowns, c'est-à-dire récupérer des noms de domaine DNS et les faire couper. Elle va également pouvoir demander la désanonymisation des WHOIS, c'est-à-dire qu'elle va faire des requêtes aux différents registrars pour avoir les informations des gens qui ont déposer les noms de domaine. Et puis, alors le troisième point est quand même assez impressionnant, c'est qu'elle pourra forcer, alors que l'ANSI a priori qui pourra le faire, mais elle pourra forcer les éditeurs à communiquer toutes les informations qui sont sur leur vulnérabilité. Ça, c'est un grand pas. Alors, j'attends de voir ça de l'ANSI face à des éditeurs américains ou chinois, par exemple, mais en tout cas, ça, c'est un point très, très important pour eux. Et nous en reparlerons le mois prochain.
Donc ensuite, autour de Zoom, donc en fait, donc, qui entraîne son IA avec vos données. Donc je m'explique en fait, donc, dans les CJU que vous signez lorsque vous créez un compte, vous acceptez le fait que Zoom utilise vos données euh, pour une fin d'apprentissage automatique ou de leur intelligence artificielle. Et c'est ce qui du coup est fait puisque Zoom a parlé sur ce sujet et du coup a dit que vos métriques étaient utilisées, donc on n'a pas à s'en faire parce que le contenu audio, vidéo et chat n'était pas utilisé, mais que le reste était utilisé pour améliorer ses actions. Donc, au niveau des conférences, donc, il y a la Black Hat qui s'est passée début août, qui a rendu accessible donc toutes ces conférences. Donc, je vous ai mis le lien pour regarder ça. Il y a la DevCon qui s'est finie, il y a Barbac, et à venir, il y a Hacking Paris, donc en fin décembre, pendant 4 jours. J'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire. Parlons de Black Hat, Oui, justement. alors c'est un bon enchaînement effectivement sur la Black Hat et la DevCon. Si vous avez été à la Black Hat et la DevCon, il y a trois problèmes. Le premier, c'est que potentiellement vous aviez des puces de lit dans vos hôtels, donc vérifiez la liste des hôtels. Le deuxième problème, c'est que potentiellement vous avez aussi des punaises, et donc vous pouvez avoir attrapé la légionellose. Et alors le troisième, le troisième problème, c'est que il y a eu pas mal de cas de Covid, de gens qui sont venus de la Black Hat, et apparemment c'est le nouveau variant, Nico me l'a dit tout à l'heure, mais j'ai oublié, qui a l'air assez sévère. Alors le premier, c'est assez ridicule, c'est une personne qui a publié sur Scaleway le fait que selon lui, Scaleway le piratait en nommant vraiment la personne qui est responsable des infras chez Scaleway, parce qu'il a fait une super enquête et il s'est rendu compte que dans l'oubli des adresses IP desquelles il recevait des requêtes peut-être louches, il y avait le nom de Scaleway et le nom de cette personne, donc il est persuadé que c'est Scaleway qui essaie de le pirater. Bon, voilà, c'est complètement débile. Le deuxième sujet, par contre, ça c'est un beau cas d'école de cybersquatting, c'est que Lidl a vendu des espèces de gâteaux pas de patrouille. Donc pour ceux qui n'ont pas d'enfants, pas de patrouille, c'est un dessin animé avec des petits chiens qui vont sauver tout le monde dans la grande vallée. Enfin, je connais presque le générique par cœur. Et en fait, sur ces biscuits, paquets de biscuits, il y avait un QR code qui pointait vers un site web. Le problème, c'est que le site web appartenait à une entreprise qui, en gros, a fermé le site il y a, je crois, quelques années. Et le nom de domaine a été repris par un site porno chinois. Et donc, malheureusement, quand les gamins scannaient le QR code, ils étaient restés sur un site porno. Donc, le site porno a été coupé depuis, mais c'est un beau cas d'école de cybersquatting ou de reprise de nom de domaine oublié. Donc, ça, c'est vraiment un sujet. C'est-à-dire que déposer un nom de domaine pour une opération commerciale à un instant donné, c'est bien. Par contre, il faut quand même faire attention à le maintenir dans le temps et la suite qu'il pourrait y avoir s'il est récupéré par d'autres. Il y a pas mal de sites qui permettent de lister tous les noms de domaine oubliés. Enfin, on va les mettre sur les slides. Et donc, en fait, vous avez la liste et vous avez même la réputation associée. Donc, pour un attaquant, c'est pas mal parce que comme ça, il peut savoir quel est le nom de domaine qui a la meilleure réputation avec le nom le plus intéressant, oublié depuis je ne sais pas combien d'années, qu'il peut racheter. Oui, alors ça, c'est un article de 01.net qui explique qu'il y a la solution de sécurité révolutionnaire qui va tout sécuriser. En gros, c'est juste une pub déguisée pour NordVPN. C'est un peu triste de trouver ça sur 01.net. Le deuxième sujet, c'est... Donc Mathis Samel, qui est un jeune développeur qui travaillait avant dans la cybersécurité, a publié sur Twitter une vulnérabilité critique qu'il a trouvée concernant un site de rencontre d'extrême droite. Le problème, c'est que déjà, c'est pas très éthique, quelle que soit l'avis qu'on peut avoir sur l'extrême droite, mais c'est pas très éthique de publier comme ça publiquement des vulnérabilités sans qu'elles soient corrigées. Et le problème, c'est qu'il y a quelqu'un derrière qui lui a répondu: ah oui, est-ce que tu peux faire la même chose sur un site de rencontre musulman? Il a dit: ah bah oui, bien sûr. Ce qui n'est pas vraiment une très bonne idée. Et après, il y a eu un gros débat. Il y a Baptiste Robert qui a répondu. Il faut lire les enchaînements de tweets, c'est ridicule et à la fois très très drôle. Donc les deux sont dans les mêmes échanges de tweets. Et en fait, Baptiste Robert, c'est une personne qui de la même manière a très très peu d'éthique en cybersécurité et qui publie régulièrement des grosses problématiques des problématiques de cybersécurité non corrigées publiquement. Donc voilà.
peu d'éthique et il reprochait exactement à la personne précédente ce que lui fait tout le temps. Bon, voilà, si vous voulez vous détendre un peu et rigoler un vendredi, vous pouvez lire ces échanges de tweets. Alors ça, par contre, ça, c'est très 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 bien. Le gouvernement a publié un site qui s'appelle Filigrane, qui est pour l'instant en bêta, qui vous permet de faire comme un watermarking, c'est-à-dire de faire une empreinte sur tous les documents légaux que vous avez. Alors c'est classique, lorsque vous devez louer un appartement, déposer un dossier dans une banque, etc., on vous demande des copies numériques de vos documents et en général, vous les envoyez, vous ne savez pas ce qui se passe après. Alors pour les banques, il y a quand même un certain niveau de confiance, mais pour les dossiers de location d'appartements, c'est un peu délicat parce que vous ne savez pas ce que la personne va en faire derrière. Il y a souvent des arnaques qui consistent à mettre des fausses annonces, récupérer les dossiers et ensuite ouvrir des crédits à la consommation. Donc là, l'intérêt, c'est que vous allez pouvoir rajouter un petit texte sur tous les documents que vous avez. Alors, il y en a plein qui le faisaient précédemment sur en ligne de commande, avec Photoshop, mais c'est quand même assez rébarbatif. Là, vous allez sur le site, vous téléversez votre image, votre PDF, ça va retransformer tout en image en rajoutant du texte dessus, le texte de votre choix. Et ça, les documents restent valables. C'est vraiment très intéressant, surtout si vous le couplez à, j'ai oublié le nom du site, mais en gros, maintenant, le gouvernement a publié un site qui vous permet d'avoir une preuve d'identité sans que vous ayez à donner votre carte d'identité. J'ai plus le nom en tête. Je ne sais pas si quelqu'un là, mais voilà, enfin, les deux outils sont très très intéressants pour ne plus se faire avoir et envoyer ces documents réels à n'importe qui. Et le deuxième, c'est un article assez complet que j'ai trouvé très très bien, qui résume tout ce qui s'est passé sur Shadow Broker, c'est-à-dire tous les échanges, les publications, les commentaires de tout le monde. C'est, si vous voulez un résumé complet de l'histoire Shadow Brokers, vous avez tout ici. Malheureusement, on ne connaît pas encore l'identité de Shadow Brokers. Et ça va même jusqu'à l'exploitation des vulnérabilités avec NotPetya, tout ça. Enfin, c'est hyper complet. Ah oui, alors ça c'est intéressant, c'est une entreprise russe dont le métier est tout simplement d'être un broker, donc un acheteur de vulnérabilités 0-day et de les revendre. Donc ils ont passé une annonce sur Twitter comme quoi ils recherchaient des vulnérabilités pour iOS, Exchange, etc. Et ce qui est marrant, c'est que dans leurs conditions générales, sur leur site, c'est marqué que leurs clients, leurs seuls clients, ce sont des entreprises russes, enfin surtout des entreprises russes et le gouvernement russe. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'ils vont faire de ces vulnérabilités. Donc, si vous avez des vulnérabilités de ce genre, merci de ne pas les revendre à ces gens d'entreprise. Le deuxième point est assez rigolo, c'est le Forrester, donc un cabinet d'études américain assez connu, qui a publié un article sur les 3 dépenses à éviter en cyber. Et en gros, il faut éviter d'acheter des appliances, donc des firewalls qu'on met sur site, on-premise. Alors, bien sûr, il recommande le cloud, majoritairement le cloud américain, donc là, bien sûr, c'est totalement biaisé. Il recommande également de ne pas faire appel à des prestations de services à faible valeur ajoutée. Je n'ai pas très bien compris ce qu'il voulait dire par là, et d'éviter les outils de GRC. Là également, j'ai du mal à comprendre. Forrester vous recommande de ne pas acheter d'outils de GRC. Alors, encore un truc assez rigolo, c'est que y a des gens qui ont découvert que Google collectait pas mal d'informations, enfin même toutes les informations, avec ses applications, SMS, téléphonie, etc. Et que la télémétrie, ils les envoyaient chez Google. Et ça leur permet d'avoir une cartographie complète de qui communique avec qui, donc d'avoir plein d'informations. Et je suis surpris que ça étonne les gens parce que là, vous avez la petite image sur le côté qui décrit vraiment la situation actuelle. C'est que Microsoft et Apple font exactement la même chose. Et je pensais que tout le monde le savait, mais a priori, ce n'est pas le cas. Le deuxième, c'est quoi? Oui. Donc là, ça se passe au Canada. Il y a une affaire en fait donc entre un agriculteur et une autre personne en fait. Donc une histoire d'achat de terrain. Donc imaginez, vous parlez sérieusement d'un achat par message. La personne a vu le message, mais n'a pas forcément envie d'y répondre dans l'immédiat. Vous mettez un pouce en l'air, donc un emoji pouce en l'air. En fait, au Canada, maintenant, si vous faites ça, ça veut dire que vous acceptez ce qui a été dit du coup par l'agriculteur. Et donc, ça équivaut à signer un document. Selon un juge au Canada, du coup, l'agriculteur a amené cette personne au tribunal. Et cette affaire coûte au total 82 000 dollars pour la personne qui a juste mis un emoji sur un chat.
Donc attention à ce que vous faites, même sur une discussion WhatsApp, parce que ça peut vous coûter cher. Et je trouve ça quand même assez fou. Donc ensuite, justement, une suite de l'arrestation de Pompourin. Donc on en avait parlé en avril à l'OCIR. Donc c'est l'administrateur de Bridge Forum qui avait été arrêté par le FBI. Donc depuis, le site a fermé, même un ancien administrateur avait voulu le reprendre, mais ce site a fermé. Parce que l'ensemble de l'infrastructure avait été compromise par le FBI. Donc au final, c'est 3 charges qui sont retenues contre Pompourin, pardon. Euh, une conspiration en vue de compromettre une fraude sur des dispositifs d'accès, fraude au moyen d'un dispositif d'accès, sollicitation non autorisée et possession de pornographie enfantine, parce que forcément sur le site, vous ne retrouviez pas seulement des leaks de bases de données, mais également des contenus très très sensibles, dont de la pornographie enfantine. Et donc ça se retourne contre lui également. Donc il a plaidé coupable pour les 3 charges et il risque jusqu'à 40 ans de prison et 750 000 euros d'amende. Euh, la suite, je me suis trompé également, 17/01/2023, ça m'étonnerait. Je crois que c'est 17 octobre 2023, je changerai également. Donc ensuite, bon, je me devais quand même d'en parler vu qu'on parle de personnes qui ont quand même été assez importantes pour le domaine. Donc Kevin Mitnick qui a disparu au cours des 2 dernières semaines. Donc qui est un ancien pirate repenti. Je pense que tout le monde le connaît pour des affaires assez connues. Donc je vous conseille le film Cybertrack en même temps, donc qui est très très bien et qui résume bien son parcours. Et également le créateur de Vim, donc utilisez Vim et pas Nano. Voilà, c'est tout. Donc, on parle également de Search Illicit. Donc, on avait parlé de ce site donc en juin, le CIR. C'était un site qui rendait accessible à vraiment tout le monde sans contrôle d'accès ou autre. Euh, à un ensemble de leaks. Donc, vous mettiez une adresse mail, un numéro de téléphone ou autre, et on vous ressortait la liste de tout ce qui était associé à cette information directement sur le site. Donc forcément, c'était assez prévisible, il a fermé. Parce que c'est son créateur qui a décidé de fermer le site. Parce que pour lui, en fait, il ne s'attendait pas à ce que autant d'usages, qu'un usage malveillant soit fait avec le service que lui disait mettre à disposition des utilisateurs. Et donc, vu que sur le site, il était possible de payer. Donc, je ne sais pas exactement pourquoi, parce que sur le site, je ne me souviens pas d'avoir vu de système de paiement, mais je pense que ça devait être pour réguler un peu le trafic et la demande sur le site. Il s'est proposé de rembourser ce que l'utilisateur avait mis sur son site, donc directement, personnellement. Donc voilà, je vous ai mis un extrait du coup du dernier message qu'il a fourni par rapport à Search Illicit. Donc ensuite, un gros point, donc Python qui débarque sur les classeurs Excel. Donc sur le Microsoft, ça a été implémenté pour faciliter tout ce qui est machine learning et calcul d'analyse prédictif. Donc moi, je pense Python sur Excel. La première chose qui me vient, surtout quand on pense aux macros, c'est... J'entends le micro désactivé, qui me parlait? Non. Donc c'est la mise en place la création d'un serveur HTTP, l'extraction de données, la mise en place d'un reverse shell. Je pense directement à ce genre de choses. Donc, en lisant les articles fournis par Microsoft, ils nous disent que le code, en fait, n'est pas exécuté directement sur la machine, mais dans un conteneur isolé, personnalisé par classeur. Donc, si vous avez deux classeurs Excel d'ouverts, chaque code sera exécuté sur un conteneur différent. Donc, après, ça n'empêche pas si c'est exécuté sur le serveur Azure de Microsoft, de mettre en place un système de minage de Bitcoin. Je dis ça, je dis rien. Et il promet également qu'il n'y a aucun accès qui est fait aux données stockées sur le poste ou également aux ressources du réseau. Donc que ça reste isolé par rapport au fichier Excel. Après, est-ce que c'est-à-dire que c'est safe?
Bah non, la preuve en est, il y a quelques semaines après, il y a une personne qui a publié du coup, un exploit. Donc, il a réussi donc, à prendre avec des pincettes dans le sens où, grâce au Python, en fait, il a réussi à effectuer une requête XMP donc vers un autre site. Donc, on ne parle pas de quelque chose de malveillant, c'est juste pour parler de la portée vers un autre site. Mais du coup, forcément, la requête avait été exécutée depuis le conteneur isolé d'Azure. Donc, le périmètre reste quand même assez léger. Donc, est-ce que l'arrivée de Python dans Excel ouvre la porte à beaucoup de vulnérabilités? Oui. Dans l'immédiat, ça n'a pas l'air d'être le cas sur les postes, mais à voir ce qui est fait au niveau des restrictions. On n'a pas plus de détails pour l'instant au niveau de l'isolation entre le conteneur et le reste. Et actuellement, c'est en bêta, donc forcément, qui dit bêta dit que vous êtes encouragé à remonter tous les problèmes que vous rencontrez. Et vous avez possibilité, je vous l'ai mis tout en bas à droite, de rajouter, bon, pas la clé, mais vous l'avez dans les liens, les liens au-dessus, de mettre en place une clé de registre qui vous prévient en fait quand il y a des fonctions en Python qui sont présentes dans le fichier Excel. Et donc, ça vous permet de les activer ou pas. Ça vous laisse le choix. Comme exactement le même warning que les macros dans les classeurs Excel. Donc ensuite, on va parler du site AnonFiles. Donc, je pense que vous connaissez. C'est un site qui vous permettait en fait de partager des fichiers donc dans un anonymat complet et donc enfin, entre guillemets et donc de le partager avec des tiers. Donc c'était utilisé énormément pour tout ce qui est downloaders, donc pour récupérer des scripts et les exécuter ensuite sur les postes. Donc pourquoi NoFiles a finalement fermé ses portes? Parce que c'est tout d'abord le fournisseur, donc le proxy utilisé par NoFiles, donc le fournisseur qui s'est plaint qu'il y avait énormément d'abus qui avaient été faits sur la plateforme. Donc il y a forcément extraction de données, j'en ai parlé, la propagation de malware. Donc on parle quand même de plusieurs pétaoctets. Et donc, UnknownFiles a décidé que si son fournisseur lâchait prise, que également allait pas essayer d'aller plus loin avec leur service. Et donc, on parle de pétaoctets, sachant que selon UnknownFiles, il y avait déjà un tri sélectif qui avait été fait pour minimiser au mieux les ressources stockées sur le serveur pour éviter tout abus style propagation de malware. C'est dommage parce qu'il y avait énormément de Google Doc qui permettaient de retrouver des liens AnonFile, d'avoir accès à des fichiers qui n'auraient pas dû être accessibles directement comme ça, c'était pratique. Oui, c'est ça. Ça se triste pour beaucoup de chercheurs, en fait, même ouais, des chercheurs de façon générale qui partageaient leur doc et du coup qui se retrouvent. Parce que je pense AnonFile, en fait, n'a pas prévenu qu'ils avaient fermé leurs portes en amont et la coupure a été, a été nette. Et donc, ça n'a pas laissé le temps aux chercheurs de récupérer un ensemble d'assets ou de docs. Donc Jean-Philippe en a parlé donc un peu spoilé tout à l'heure. Donc le fait que Chromium Project a décidé en fait d'arrêter d'utiliser des certificats TLS qui avaient une espérance de vie supérieure à 90 jours. Donc après Safari chez Apple qui était passé à un an en 2020, bah, c'est autour de Google, de Chrome OS et de Google Chrome de passer de 13 mois à 90 jours. Donc, selon eux, le but, c'est de promouvoir l'automatisation, donc la régénération des certificats, de rationaliser et d'améliorer les pratiques de validation de domaine. Donc, je suppose si vous générez vos certificats, vous savez comment facilement les implanter, selon eux, j'imagine. Et se préparer à un monde post-quantique, parce que forcément, on va en parler juste après. Euh, mais le post-quantique arrive et commence à être implémenté au niveau de TLS. Et donc, il vous encourage forcément à passer sur des certificats avec des clés beaucoup plus robustes que ce qui est proposé maintenant. Et donc, on parlerait d'une entrée, une entrée en vigueur en fin 2024. Et du coup, on attend encore l'approbation du CA Browser Forum
pour savoir si ça sera permis ou pas. Je pense personnellement que ça le sera. Donc, on parlait justement donc, du chiffrement donc là autour de Chrome 116. Donc, l'ajout du chiffrement donc, qui résisterait au quantique, donc la prise en charge d'un algorithme qui a été validé par le NIST, donc X25519 pour l'accord de clé au moment lors de l'établissement d'une connexion TLS, Kyber 178 pour le KEM, pardon. Ce nouvel algorithme de chiffrement sera utilisé pour le partage des clés, donc des clés symétriques, chiffrement symétrique. Et donc, ça a déjà été donc adopté par Cloudflare, Amazon, AWS, IBM. Et donc là, maintenant, c'est au tour de Chrome d'implémenter ça. Donc ensuite, triste nouvelle, je présume, donc Teams qui va quitter Microsoft 365, donc dans l'UE. Donc ça prendra effet le 1er octobre. Donc la raison, c'est une pratique anti-concurrentielle, donc ce qui a été dit à Microsoft, donc du fait que forcément ils lient leur solution de visioconférence puis également de messagerie qui la lient forcément à leur solution Office. Donc, vous aurez toujours possibilité d'avoir Teams en parallèle de la suite Office, de la suite Microsoft 365, mais pour un supplément de 5 euros en plus. Et donc, en échange, ils retirent 2 euros sur leur abonnement mensuel. Donc, au final, même si Teams quitte la suite, il reste toujours un peu gagnant sur cette affaire. Oui, et donc en parallèle, du coup, Microsoft a promis qu'ils essaieraient d'éviter de faire ça et qu'ils promettent d'intégrer plus d'applications concurrentes dans leur suite et de renforcer également la documentation technique ainsi que les supports, les services de support. Donc, ils promettent d'être un petit peu plus transparents quant au développement de leurs outils. Et le dernier point, je crois, donc les clés FIDO from Gold, donc encore du post-quantique. Donc c'est un travail qui a été effectué dans le cadre d'OpenSK. Et tout simplement, il y a un nouveau schéma qui a été revu, donc de signature hybride, et qui permet de combiner ECDSA et des lithium, qui est une version qui est basée en Rust, donc c'est une version qui a été assez revue et donc qui est assez légère. Et donc, le tout ensemble permettrait de résister à l'informatique post-quantique. Donc, je pense que dans les prochains mois, on aura encore plus de technologies comme ça. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je vous ai mis le firmware de la clé. Forcément, c'est open source. Donc, c'est sur le GitHub de Google. Donc, voilà. Ah, bon, également, un autre point qui a pas été... Aussi, ça a été mis à jour, j'ai rien dit. La prochaine réunion de l'OCIR, du coup, qui aura lieu le 10 octobre. On vous remercie avec Vladimir pour votre écoute. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Si vous voulez qu'on revienne sur un point qui a été abordé dans la présentation, ou si vous voulez rajouter quelque chose, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour l'Afterworks. On a choisi la date et le lieu. Il nous manque une présentation. Peut-être même pas. Parfait. On coupe l'enregistrement.